Ok, donc bonjour à toutes et à toutes. Ce matin, je voulais vous parler d'un sujet qui est relativement important et encore plus pour votre génération, c'est l'impact du numérique sur les gaz à effet de serre et compagnie, sur l'environnement de façon plus générale. Et donc pour cela, je vais partir d'un retour d'expérience sur la création du nouveau site du département MMI. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Pour l'instant, je n'ai pas travaillé sur la partie design. Il y a M. Rigoudi qui est en train d'y travailler. Et l'objectif, c'était de refondre ce site internet, notamment pour parler de nos nouvelles formations, des changements qu'il y a eu sur les licences pro, du bachelor universitaire technologie. Et c'était aussi l'occasion d'essayer de faire un site un peu plus moderne, entre guillemets, et moderne au sens de l'éco-conception et de l'accessibilité. Donc, notamment, il y a de fonctionnalités l'accessibilité et il est relativement rapide à charger. Là, voilà, en quelques secondes, on a le résultat. L'éco-conception, c'est quoi? Je vais en parler un petit peu après. C'est essayer de limiter l'impact sur l'environnement du site internet et plus exactement de son utilisation. L'accessibilité, c'est faire en sorte que le site internet soit utilisable par tout public et sur tout support dans plein de conditions différentes. L'objectif de ce projet, entre guillemets, de refaire ce site, c'était aussi d'acquérir de l'expérience, moi, en termes de prof, pour après vous le présenter pour le présenter aux étudiants, parce que c'est quand même quelque chose qui va être assez utilisé dans le futur, et de partager les connaissances acquises pour transmettre ces nouvelles façons de réfléchir à un site internet, en fait, à la conception. Donc, comme je dis, voilà, l'utilité du site, c'est surtout un site informatif. Donc, finalement, si on réfléchit un petit peu, les données qu'il y a là-dedans, elles sont peu dynamiques, comme plein de sites internet. Qu'est-ce qu'il y a qui est dynamique souvent? C'est qu'on fait un formulaire et donc il va falloir traiter ce formulaire. Donc là, il y a une partie dynamique avec du PHP pour traiter ce qui a été fait. Mais la plupart des sites vitrines sont juste là pour afficher des informations. Et ces informations varient au cours du temps, mais pas à la seconde près. Donc on n'a peut-être pas forcément besoin de cet aspect dynamique. Il y a aussi des informations sur le site pour les professionnels, les formations, l'alternance, les stages, etc. Alors d'abord un petit point sur le numérique et l'écologie. En 2019, donc là on n'a pas les chiffres de 2021, mais il y avait une étude qui a été faite en 2019. Le numérique au sens large, donc tout ce qui est informatique, on va dire, représentait 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et la prévision était d'environ 8% en 2025. Donc là, je crois qu'on est sur 6% prévisionnel pour 2022, mais avec tout ce qui est visioconférence, etc., ça risque d'être beaucoup plus élevé. Il y a deux aspects en fait souvent. Par exemple, si vous envoyez un mail avec une pièce jointe qui fait un mégaoctet, ça consomme donc de l'électricité pour transmettre les informations et pour pour les stocker. Donc c'est à peu près l'équivalent d'une ampoule qui est allumée pendant 1 heure quand vous envoyez un mail. Et aussi un élément qu'on entend pas souvent, auquel on pense pas trop, c'est l'équivalent matériaux. En fait, pour créer, quand vous envoyez un mail, vous n'avez pas besoin de matériel. Mais tous les éléments qui sont faits, un smartphone, les infrastructures réseau, les serveurs, ça demande de créer ce matériel. Et donc, c'est équivalent de 7,5 grammes équivalent fer. En termes de dépenses énergétiques, donc sur ces 4% des émissions de gaz à effet de serre, on a à peu près quoi? On a grosso modo 47% qui sont dépensés côté utilisateur, donc achat d'un matériel, les utilisations d'un site internet, la navigation au sens large. 25% côté serveur, avec tout ce qui est stockage, data center. Là, vu que c'est vraiment des coûts élevés, en général, les entreprises travaillent beaucoup pour faire en sorte d'avoir des data centers plus écologiques, data centers divers, avec des systèmes de refroidissement plus optimisés pour avoir à dépenser moins d'énergie. Juste regarder.
Et c'est comme ça, par exemple, que Facebook a réussi à faire des bénéfices. Et au moment où ils ont fait en sorte que leur data center soit plus vert et consomme moins d'électricité, là, ils ont pu faire des bénéfices. Et côté infrastructure, on a à peu près 28%, les switches, une erreur, les routeurs, transmission d'informations, etc. Là, je ne vais pas vous parler de tous ces éléments-là, mais plutôt de la partie éco-conception et puis comment réduire la partie côté utilisateur notamment. Je ne vais pas y arriver avec mes raccourcis clavier. Donc l'éco-conception web, c'est quoi? C'est réduire l'impact environnemental d'un site internet lors de tout son cycle de vie, de sa fabrication à son utilisation. C'est ce qu'on a de toute façon sur l'éco-conception en général de n'importe quel produit. Donc ici c'est pour le web, donc c'est pour un site internet, mais c'est pas réfléchir uniquement au coût qu'à un seul produit et comment limiter par exemple la matière, mais c'est vraiment tout le cycle de vie comprenant les différents éléments. Donc en fait, en général, le cycle de vie de service numérique, donc ça c'était publié par Bordage dernièrement. On a la partie conception, donc c'est les choix techniques. Déjà, avant tout, voilà, on va réfléchir en amont sur quand je vais faire un site internet, quelle technologie par exemple j'utilise, et pour que je sache si ça dépensera moins ou plus d'éléments. La partie web design et la partie conception aussi. Si on met en place un site avec beaucoup d'éléments dynamiques, des éléments dynamiques, et ben, sur le côté client, sur le smartphone ou sur le navigateur, il y a de la dépense parce qu'il y a il y a un rafraîchissement de la fenêtre, par exemple. La partie réalisation, notamment sur la partie codage. Il faut réfléchir aussi au déploiement, où est-ce qu'on va héberger, est-ce que c'est un data center vert notamment, comment on va faire en sorte pour que les ressources qu'on télécharge elles soient plus rapidement accessibles. Si c'est plus rapide, normalement, il y a moins de dépenses d'énergie. La partie administration, la partie utilisation. Utilisation, c'est côté client, celui qui est en train de regarder le site internet. Il faut aussi faire en sorte que lui, il n'ait pas besoin d'acheter, par exemple, du matériel au niveau pour pouvoir utiliser le site, etc. Également une partie maintenance, quand on va faire des corrections. Quand on va faire des corrections, bah, est-ce que c'est facile de le faire ou pas? Et dans maintenance, on a aussi tout ce qui est sauvegarde. Donc si on a un site internet qui est très lourd en termes de données sur le serveur, quand on va faire des sauvegardes régulières, bah, en fait, à chaque fois qu'on fait une sauvegarde, on sauvegarde ces grosses données. Et également un élément qu'on pense pas souvent, auquel on pense pas souvent, c'est la fin de vie. C'est si vous avez besoin, alors, un exemple typique, en ce moment c'est bien la mode, la 5G. Donc la 5G, bon, il y a plein de problématiques diverses. L'élément principal qui pose problème au niveau de la 5G, au niveau écologique, c'est qu'il va falloir équiper les gens de ce matériel. En fait, en soi, l'utilisation après sera plus écologique, il y aura moins de dépenses énergétiques, etc. Mais par contre, il va falloir créer tout ce matériel et puis, bien sûr, du matériel électronique, comment on fait pour récupérer les composants, etc. Donc il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Et bien sûr, bah, tout est lié. Hein, le web design, il est lié avec votre réalisation, etc. Et donc c'est pour ça que au niveau de l'éco-conception web, on va souvent avoir beaucoup d'échanges entre les différents interlocuteurs. Et par exemple, l'intégrateur va faire beaucoup d'allers-retours avec le web designer, au lieu que ce soit juste le web designer fait le web design et puis après l'intégrateur intègre. Il va y avoir beaucoup d'échanges pour arriver à comprendre est-ce qu'un élément du web design est nécessaire parce qu'en termes de codage, il va demander beaucoup de ressources. Alors, réfléchissons un petit peu maintenant sur la partie juste web, hein, parce que moi là je suis juste sur la partie on a un site web, comment faire? Qu'est-ce qui a un impact au niveau de l'environnement? Alors, côté client, l'affichage des pages, tout ce qui est récupération des informations ou des fichiers. Un des éléments aussi clés, c'est le redimensionnement des images. Si sur votre serveur, vous avez des images qui font 1600 pixels de large et après que vous l'affichez sur votre smartphone et puis que vous avez fait que c'était une image responsive, donc elle fait plus que 800 pixels de large, vous allez redimensionner les images. Donc ça a un coût au niveau de votre interface. Tout ce qui est animation, parce que qui dit animation dit rafraîchissement du contenu de la page. Ensuite, côté serveur, qu'est-ce qui a un impact? C'est tout ce qui est algorithmique en général, ça va être la génération du site.
récupération des données dans une base de données, faire des calculs, faire du tri, générer les pages à chaque visite, ce qu'on fait généralement par exemple en PHP, on a des CMS classiques à WordPress, ben on va voilà, générer les pages, etc. Il va y avoir le stockage de tous les fichiers, des sauvegardes également. Et au niveau infrastructure, bah, les échanges client-serveur, qu'est-ce qui a un impact? Les requêtes HTTP avec les données transmises. Quand vous mettez j'inclus un fichier CSS, et ben, en fait, on va avoir côté client, on récupère le HTML, on dit ah, bah, il y a besoin du fichier CSS, donc on fait une requête au serveur pour récupérer le fichier CSS. Donc si on a fait 5 fichiers CSS, on a 5 fois des requêtes HTTP pour récupérer les données qu'il y a dans ce fichier-là. La même chose pour les images, etc. Ensuite, au niveau de l'hébergement, ben, quand on a des serveurs, il faut les refroidir parce que ben, ça chauffe, bien sûr. Donc, il y a tous les systèmes de refroidissement des serveurs. Au niveau du réseau, le débit, la couverture réseau, qui ont un impact sur l'utilisation. Et, comme je l'ai dit un peu auparavant, quelque chose auquel on pense moins, mais tout ce qui est matériel. Quelles sont les ressources nécessaires pour faire fonctionner le site? Si on met les dernières balises HTML, CSS pour du CSS animé, etc. Si votre site il ne contient que ça, si votre navigateur il ne le prend pas en compte, bah, vous ne verrez rien. Enfin, l'utilisateur ne verra rien, le visiteur. Donc, bah, finalement, il va utiliser un navigateur plus récent, mais ça se trouve, son navigateur plus récent, il ne peut pas l'avoir, donc il va acheter un nouveau smartphone. Et donc là, ça a un fort impact. Donc, si on réfléchit quand même, un des points clés et un des points critiques, ça va être le poids. Et donc, ce qui est assez logique, moins on a de données à stocker, transmettre et afficher, mieux c'est. Donc, si on a par exemple des images qui sont déjà à la bonne dimension, donc on n'aura pas besoin de les redimensionner. Si c'est une dimension assez faible, type mobile, parce que si on réfléchit en mobile first, le fichier sera plus léger, donc plus léger à transmettre, plus léger à stocker, et plus léger à archiver si on fait des sauvegardes. Alors, ce poids-là, bah, comment on peut réfléchir pour réduire ce poids? Donc déjà, au niveau expérience utilisateur et interface utilisateur, les éléments clés de l'éco-conception web, c'est d'avoir un design épuré. Plus on a des fioritures, bah, plus en CSS ça va faire des fichiers, donc plus on aura plus ça fera des styles, et donc plus ça sera lourd. Limiter les images, éliminer les éléments non nécessaires. Vous avez besoin de vous afficher une carte. Est-ce qu'on a besoin que ce soit une carte à la Google Maps qui soit intégrée sur votre site? Peut-être pas forcément. Et limiter les animations. Donc ça, ce sont les principes de base, mais ils ne s'appliquent pas à tout. Hein. Si vous avez un site comme Dribbble, de partage de photos, vous n'allez pas pouvoir limiter les images. Hein. On peut pas. Ensuite, le poids côté client. Donc c'est la partie de développement plutôt. Donc privilégier une approche mobile first, bah oui, parce que de plus en plus d'utilisateurs sont plutôt sur smartphone que sur PC. Donc on va plutôt réfléchir d'abord pour les petits écrans, et puis après on adaptera pour des plus grands écrans. Avoir un CSS adéquat au sens où il ne faut pas qu'on ait des choses qui ne servent à rien dans notre CSS. Et que ce CSS soit pas trop important. Si vous faites plein de bordures, etc., bah oui, c'est plus joli. Enfin non, mais il y a plus de détails, mais finalement, est-ce que ces détails sont importants? Et en tout cas, ils seront importants au niveau de l'éco-conception du site. Utiliser des images sans redimensionnement, comme j'ai déjà dit. Aussi, un autre élément, de récupérer les données nécessaires et demandées par l'utilisateur. Donc, c'est ce qui est le lazy loading, c'est que il y a une utilisation sur le site, par exemple, de MMI, c'est au lieu d'intégrer la vidéo, on va dire, bah, si l'utilisateur il veut regarder la vidéo, alors on récupère les données de la vidéo. De la même façon, voilà, si on a beaucoup d'images, et ben, ça va être quand on descend au scroll qu'on va récupérer les images et qu'on va les afficher. Et comme ça, au tout début, on ne les aura pas téléchargées, et donc on aura gagné un peu de ressources. Ne pas nécessiter des ressources en termes de traitement trop importantes.
Après, des fois, ça ne s'applique pas, mais si vous faites de la 3D, de la 3D, il faut faire de calculs pour optimiser votre modèle 3D pour régénérer l'image à chaque fois, et donc ça, c'est du boulot. Limiter les éléments interactifs JavaScript, là c'est la même chose. On va essayer de limiter à ce dont on a besoin. Et par exemple, si on n'a que des éléments très simples, il n'y a pas besoin d'utiliser une librairie comme jQuery pour faire juste un onload, j'appuie, je télécharge une donnée. Et ça, c'est un des éléments, comment dire, qu'on a perdu de vue un petit peu actuellement, parce que au niveau du codage, on dit bon, il faut coder vite, etc. Donc je vais réutiliser des librairies qui existent, donc des librairies CSS par exemple, ou des librairies JavaScript. Donc c'est bien parce que toutes les fonctions existent, mais l'inconvénient c'est qu'en fait on n'utilise qu'une modique partie de la librairie, et donc ça fait par contre du poids en trop. Un exemple typique, c'est ceux qui vont utiliser Bootstrap juste pour faire un système de grille. Ok, Bootstrap, en fait, il y a beaucoup plus de choses, mais si vous faites que système de grille avec, vous allez télécharger tout le fichier de style CSS de Bootstrap pour pas grand-chose. Côté serveur, le poids. Comme je l'ai dit, essayez de limiter les traitements. Notamment, si votre page d'accueil, par exemple, c'est celle qu'on visite le plus, elle est générée à chaque fois en PHP. Alors qu'en fait, elle n'a pas changé, ça se trouve. Elle n'a pas changé depuis le visiteur qui vient de le faire il y a 2 minutes, etc. Donc, si on peut éviter de régénérer la page à chaque fois, on peut le faire. Donc après, côté serveur, maintenant, il commence à y avoir des outils, les mises en cache, etc. Mais ce n'est pas forcément automatique. Avoir des images déjà à la bonne résolution, comme je l'ai dit, si on stocke des images qui sont à la bonne résolution, elles seront plus légères souvent, et en plus, on les refera pas à chaque fois. Et utiliser des éléments dynamiques uniquement quand il y a des données dynamiques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on a des éléments purement statiques, des éléments d'un blog, par exemple, est-ce qu'il y a besoin de générer dynamiquement ce blog? Par contre, si on a des formulaires, etc., là oui, là c'est du dynamique, donc on aura besoin d'un outil dynamique. Alors pour savoir un peu le poids, pour se rendre compte et avoir un peu des indicateurs, alors c'est comme tout indicateur, hein, il ne faut pas tout prendre en compte. On a notamment le PageSpeed Insight de Google, qui n'est pas fait à la base pour l'éco-conception, mais qui permet d'avoir la rapidité d'affichage du site et plein d'informations assez utiles, parce que dans les moteurs de recherche, plus on va vite, mieux c'est. Et donc, ça en lien. On a aussi Ecometer, EcoIndex ou Website Carbone qui sont des sites, eux, plutôt dédiés à l'éco-conception et qui vont donner des indications sur le niveau ou sur l'équivalent carbone de l'utilisation de votre site. Alors, très souvent, ces éléments, par contre, permettent d'analyser une seule page. Alors qu'en fait, il y a toute la partie UX qui est importante, c'est parce que si finalement votre utilisateur, il faut qu'il affiche 10 pages pour trouver l'information, même si ces 10 pages sont légères, alors qu'en fait, une seule action aurait suffi, on dépense trop. Donc là, par exemple, non, c'était pas ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc par exemple sur le site, au niveau de Google Insight, on est sur la page BUT par exemple à peu près à 100. Donc il utilise par exemple les interactions. Est-ce qu'il y a des éléments bloquants? Donc par exemple si on intègre une vidéo YouTube, c'est ce qu'il y avait avant sur le site, intégrer la vidéo YouTube, finalement il va commencer de télécharger une partie de la vidéo, il va en plus récupérer du CSS de YouTube, il va récupérer du JavaScript de YouTube. Et donc le temps que ça charge tout ça, c'est bloquant. Donc là, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il utilise d'autre? Voilà, il récupère aussi quelques éléments sur les images. Il voit si le CSS est bien au bon endroit, etc. Donc ça, c'est utile. Et au niveau accessibilité, j'en parlerai après. Il y a aussi des éléments qui existent. Là, je n'ai pas compris pourquoi il s'est arrêté.
Alors, un petit problème. Ensuite, un autre point assez important, c'est l'accessibilité. On en parle souvent pour l'accessibilité d'un lieu, pour les personnes par exemple en situation de handicap, mais au niveau web, on a aussi des éléments qui sont à prendre en compte au niveau de l'accessibilité. Donc l'accessibilité web, c'est l'ensemble des techniques et bonnes pratiques ayant pour objectif de rendre un site internet accessible à tous, et en particulier aux personnes handicapées. Alors, handicapées, c'est vraiment au sens large. Donc les personnes âgées, par exemple, qui ont du mal à utiliser l'outil informatique, ou ça peut être des handicaps physiques ou mentaux, les personnes malentendantes, malvoyantes. Donc quelques chiffres quand même pour se rendre compte que c'est pas négligeable. Excusez-moi. Donc il y a dans le monde 253 millions de personnes qui présentent une déficience visuelle, à peu près 1,7 million en France. Donc quand vous faites un site internet, vous allez peut-être bien tomber sur quand même une de ces personnes sur 1,7. 4,5% de la population mondiale est daltonienne et donc confond les couleurs. Et donc si vous avez des sites de e-commerce par exemple qui vendent des t-shirts d'une certaine couleur, il va falloir trouver une solution parce que certains ne vont pas avoir la bonne couleur. 3 à 7% de la population mondiale est dyslexique et donc il va falloir reprendre en compte cela dans l'organisation du texte par exemple. Et 2,3 millions de personnes souffrent de déficience motrice. Et donc, par exemple, certaines personnes naviguent sur les sites internet à la souris, au clavier, et pas à la souris. Ce ne sont pas des gestes assez fins. Donc, c'est à ne pas négliger. Alors, il n'y a pas de normes exactes là-dessus, mais il y a des recommandations du Web Content Accessibility Guidelines qui a fait une partie spécifique sur l'accessibilité. Et au niveau de l'accessibilité, les principes d'un bon site internet, il y a 4 grands principes. Le premier, c'est perceptible. Il faut qu'on puisse comprendre voir l'information. Donc, ça passe notamment par les contrastes des couleurs, les textes alternatifs sur les images pour ceux qui n'ont pas réussi à télécharger, par exemple, tout le contenu. Un principe d'utilisabilité. Donc, il faut qu'on puisse utiliser le site en naviguant au clavier, par exemple, souris, ou également sur les interfaces tactiles. Sur un site, vous faites un hover. Un hover, avec un smartphone, vous ne pouvez pas faire un hover, avec une tablette non plus. Donc comment on va changer ces éléments-là? Il faut aussi un des éléments importants de l'accessibilité, c'est le principe de compréhensible. Il faut que le site puisse être compris, donc il faut un vocabulaire adapté aux personnes qui vont naviguer sur le site. Au niveau expérience utilisateur également, il faut qu'on puisse rapidement faire sa réservation, récupérer l'information, trouver l'information que l'on cherche sur un site. Et il faut également qu'il soit robuste, donc théoriquement qu'on puisse l'utiliser sur différents navigateurs. Vous ne savez pas le navigateur qui va être utilisé par le visiteur. Donc il y en a certains qui vont être encore avec un Internet Explorer. Alors après, on peut pas tout faire, mais voilà, il faut penser à ça. Il y en a aussi qui ont un faible débit. Ça rentre aussi dans l'accessibilité. Vous êtes dans une zone où il n'y a pas beaucoup de débit. Il faut qu'on puisse, votre site puisse être accessible. Et donc c'est pour ça que des fois on a deux versions du site, une version bas débit et puis une version normale. Et cette partie débit, elle influence aussi avec la rapidité et les éléments que vous avez mis sur votre site. Donc au niveau de l'accessibilité, on a par exemple le plugin Wave, qui est un plugin sur le navigateur, sur Chrome et sur Firefox, et puis le site Accessible. Pardon. Donc là, par exemple, j'utilise Wave pour le site. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir regardé? Il regarde s'il y a des textes alternatifs redondants, parce que les textes alternatifs, nous, on ne les voit pas spécialement si on a pu télécharger les images. Mais ceux qui ont un faible débit, l'image n'a pas encore été téléchargée, ils voient que le texte alternatif. Ou ceux qui utilisent une liseuse de site internet, parce qu'ils sont déficients visuels. La liseuse, elle ne lit pas les images, hein.
La liseuse, elle va lire le texte alternatif et elle va lire le texte alternatif. Un élément qui est beaucoup pris en compte sur l'accessibilité, notamment pour la navigation au clavier, c'est l'arborescence. Donc il faut qu'il y ait un seul H1, qu'il y ait plusieurs H2, que le H3 ne soit pas juste après le H1, etc. Et puis il y a les éléments ARIA qui vont être également plutôt pour les différentes interfaces, pour dire bah, cet élément-là il est cliquable, celui-ci aussi. Celui-ci correspond à un fil d'Ariane. Bah, tout ce qui est HTML5, ça c'est une barre de navigation, etc. Et ensuite, la structure. Et il y a aussi les éléments de contraste. Alors il y a un outil qui permet de vérifier. Donc il va regarder si le contraste est suffisant entre le fond et la forme. Parce que finalement, c'est ça le principal élément avec les personnes déficientes visuelles. C'est pas forcément la couleur en elle-même, mais c'est la couleur par rapport au fond. Donc ici, voilà, il n'y a aucun élément. Donc il y a des outils pour vérifier si on veut changer la couleur d'un élément. Et puis là, on va dire, bah voilà, au niveau AA de l'accessibilité, bah, ça échoue si on n'a que ce gris clair. Par contre, là, voilà, si on a un blanc en fond d'écran et puis notre texte bleu, alors là, on passe au niveau du contraste de couleur. Donc ça, c'est les éléments que j'ai aussi un peu qu'on peut utiliser lorsqu'on crée le site pour vérifier à peu près à quel niveau on en est. Alors moi maintenant, c'est devenu un peu trop une habitude et des fois quand je vois des agences de com qui sortent des nouveaux sites internet, je fais un petit test pour voir et alors ça fait peur parce que l'accessibilité, elle n'est pas trop prise en compte, même pour les agences de communication quand ils font une refonte de leur site. C'est même pas leur site existant, ils disent voilà, on va faire une refonte, ah ouais, regardez, il est super notre site, et puis en fait au niveau accessibilité, ça n'a pas du tout été pris en compte. Alors maintenant, on va passer à la partie purement développement. Il n'y aura pas beaucoup de code, mais pour expliquer comment finalement on peut faire pour avoir un site qui consomme moins. Alors, comme on a dit, côté serveur, des fois il y a beaucoup de traitements, typiquement sur WordPress. Alors, on va récupérer les données dans la base de données, on va générer la page, et le visiteur il voit cette page. Mais finalement, les éléments ils n'ont pas changé depuis la dernière fois presque. Donc, comment on peut faire? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un site statique avec juste du HTML, CSS, JavaScript? Et ça commence à redevenir à la mode un peu le site statique. Alors pourquoi? Parce que déjà, comme il n'y a pas de traitement pour récupérer les données pour générer la page en PHP, le chargement il est plus rapide. On demande la page, on renvoie directement le HTML, etc. Il y a peu de vulnérabilité, parce qu'on n'a pas de faille de sécurité au niveau de l'accès à une base de données, on a moins d'éléments et moins d'éléments aussi, parce que voilà, on n'a pas un serveur dédié à la base de données, etc. Et finalement, côté hébergeur, souvent il va y avoir, enfin, pas souvent, il commence à y avoir des hébergeurs qui font des offres spéciales pour les sites statiques, parce qu'il y a moins de ressources, et donc c'est moins cher. Alors là, vous allez me dire, bah oui, on a commencé notamment au premier semestre pour les premières années, on a fait un site statique, mais comment on va faire un blog comme ça? Parce que tous les articles, il faut tout qu'on recopie, etc. Et puis après, les autres premières années, vous avez vu, on va utiliser un site dynamique, puisqu'on a un footer, par exemple, qui revient sur toutes les pages, donc on va l'inclure en PHP. Et on aimerait bien avoir la même chose, en fait, arriver à trouver un outil qui va nous permettre de générer ce site statique, mais on ne va pas refaire à chaque fois tout le HTML de notre footer, par exemple. Donc on aimerait avoir, comme dans un CMS, des modèles de pages, en disant, voilà, là il y a un footer, là il y a un en-tête, avec tel titre, le titre il faut le récupérer selon l'article, le contenu qu'il soit à part, de préférence pas dans une base de données, mais c'est à peu près l'équivalent, on va mettre notre contenu. Et aussi un élément qui est fort utile, c'est de se dire, il faut quand même que je puisse voir ce que je fais. Je modifie, je rajoute un article, il faut que je vois si ça marche. Donc, on peut voir le résultat en live. Et donc, on peut utiliser des générateurs de sites statiques. Alors, c'est pas... faut pas voir ça comme un Dreamweaver, par exemple. Un Dreamweaver, c'est juste pour coder, c'est une IDE, principalement. Là, il y a des générateurs de sites statiques. Et qui vont permettre de faire ça, de dire, voilà le modèle de ma page, voilà, je mets mon contenu, et hop, je génère mon site.
Donc, il existe notamment Hugo, qui est développé en Go, Jekyll, Gatsby, Exo, et puis il en sort énormément. Donc Gatsby, par exemple, est plus utilisé pour générer des applications en React, mais bon. Alors, au niveau pour le site du département, j'ai privilégié Hugo. Alors pourquoi? Parce que notamment, il y a une compilation très rapide du site. C'est-à-dire que quand on rajoute du contenu, quand on modifie le contenu, en quelques secondes, notre site est à jour. Alors le site en version de développement. Il y a différents formats utilisables pour la configuration, du YAML, YKML, du TOML, etc. Il est multiplateforme, donc on peut installer Hugo, qui est une espèce de logiciel, on va dire, sous Windows, sous Linux, sous Mac. Il intègre aussi un serveur HTTP, qui va permettre d'avoir nos pages en local tout de suite. Et il y a du potentiel au niveau des conceptions, j'en reparlerai après, parce qu'il y a quelques éléments d'automatisation qui sont déjà développés et donc qu'on peut utiliser. Alors pour vous faire une démo, donc en fait là la présentation déjà elle est faite comme ça. Donc ici j'ai lancé mon mode comment dire, développement où les données sont mises à jour. Là, c'est sur ce site. Donc là, ce site-là, c'est le site en version développement. Donc ici, j'ai tout mon site. Donc par exemple, je vais vous montrer. On a notamment une partie blog. Sur la partie blog, on a des articles et on a des étiquettes. Et si on regarde dans le footer, on a les derniers articles. Alors je vais créer un dernier article. Alors il faut qu'il soit publié avant la date du jour. Hein. Okay. Test. Hop, voilà. Tac, donc je viens de créer le nouveau site, la nouvelle page, ça l'a enregistré. Alors là, il faudrait que je change le titre. Alors ici. Alors je vais dire le titre, c'est test. Voilà, j'ai enregistré. Hop, automatiquement, il l'a mis à jour. Si on regarde le footer, hop, dernier article, test, il a été rajouté. Si on regarde dans le test, alors je ne sais plus qu'est-ce que j'avais mis, voilà, j'avais laissé, comme j'ai fait un copier-coller, il y a le tag par exemple licence, je récupère licence, voilà, il m'a mis à jour aussi que si je récupère la page relative à tout ce qui est lié à licence, il l'a mis à jour. Et donc ça, il l'a fait là en live. Voilà, je suis pas sur le pont. Là, voilà, j'ai effacé l'article, donc là, il a supprimé. Et là, en fait, toutes les pages de ce site, ce sont des pages statiques. C'est juste du HTML, CSS, JavaScript. Alors, comment ça fonctionne? Je donne les grandes lignes, mais pour vous rendre compte qu'en fait, c'est juste qu'il faut connaître le process, mais c'est pas extrêmement compliqué. Bon, il faut avoir installé Hugo sur son ordinateur. Pour créer un nouveau site, on a la commande, puisqu'on est beaucoup en ligne de commande, Hugo new site et puis le nom de notre site. On peut ajouter des thèmes, il y a plein de thèmes qui existent, donc là on est comme sur un CMS classique. Donc on a un dossier pour les thèmes, et donc là j'ai créé un thème particulier qui s'appelle Plume, parce qu'il est léger. Ensuite, on va paramétrer, et puis on va dire il faut utiliser ce thème-là, bien sûr. On crée un nouvel article, donc là, moi, ils sont Markdown, mais il me semble qu'on peut faire aussi en HTML, par exemple. Le contenu, alors en fait, on a le contenu en lui-même, le titre, article 1, le sous-titre, sous-titre 2, et puis on a les premiers éléments au début qui sont pour la configuration, pour dire voilà quel est le titre, voici la date, et puis d'autres éléments comme par exemple les tags pour le blog. On lance le serveur de développement avec un Hugo serveur-d, donc le -d pour dire en développement, et c'est bon, notre site est accessible en ligne. Alors, pas en ligne, en local, pardon.
Donc après, bien sûr, on va personnaliser le thème, configurer le site, éventuellement des espèces de plugins, ça ne s'appelle pas tout à fait plugin, mais on peut les ajouter, on peut ajouter du contenu, et puis après, l'étape finale, donc là on a fait notre développement, donc les premières années vous n'êtes pas trop au point encore là-dessus, mais en fait souvent en entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On a le site en développement, et puis quand il est fini, quand il est fonctionnel, on le déploie pour qu'il soit en ligne et utilisable. Et donc en fait là on va faire deux parties avec Hugo, soit on construit le serveur, le site en développement localement, soit sinon on a une autre commande qui va nous permettre de générer le site pour de la production. Donc là, on a un Hugo ou Hugo-minify pour construire le site et donc il a généré toutes les pages et puis après on l'envoie en FTP par exemple sur votre hébergeur. Alors au niveau de l'arborescence des fichiers, on se retrouve un peu avec des choses un peu similaires à d'autres outils comme WordPress si on veut faire du theming, etc. Donc on a un fichier de config qui va nous permettre de spécifier quelle est l'URL de votre site, parce que lui il va générer en statique et puis avec les URL absolues. Des éléments pour lister le HTML, j'y reviendrai un petit peu. On a les thèmes, un thème, on a des paramètres du thème bien sûr, et puis on a les layouts, c'est-à-dire les modèles. On a le modèle de la page d'index, le modèle des principales pages, que ce soit des pages de liste ou des pages générales. Partial, c'est les sous-éléments, footer, header. Les shortcodes, c'est un peu comme en WordPress, on revient un peu au même, c'est pour inclure du HTML sans avoir à tout taper. Par exemple, on y reviendra après sur le traitement des images. Voilà, j'ai créé un shortcode un peu particulier qui va faire plein de traitements et pour celui qui écrit l'article, il va juste dire j'essaye d'inclure une image. Puis on peut avoir également des modèles de pages, et, etc. On a un exemple, le site. Et puis après, sur notre projet à nous, on va avoir un dossier content qui contient nos posts, nos pages, comme j'ai mis tout à l'heure, un article. On peut éventuellement surcharger les modèles et dire, voici, normalement le footer il est comme ça, moi pour mon site à moi, il est un petit peu différent, donc je vais mettre un autre footer. On a les assets qui sont les éléments qu'on utilise, type image, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Les éléments statiques, donc, par exemple, sur notre site de MMI, dans les éléments statiques, il y a par exemple les fichiers PDF qui contiennent le plan de formation. Ça ne va pas changer. Et puis, on a le dossier public, ça va être celui où le site statique final va être généré. Alors maintenant, comment j'ai fait le site? Déjà, si on réfléchit un peu en termes d'éco-conception, comme on va choisir du CSS, il faut essayer d'utiliser un framework CSS qui est assez léger. Donc moi, j'ai utilisé Shota. Pourquoi ce choix? Déjà parce qu'il n'y a pas de dépendance, c'est-à-dire que si on télécharge Shota, on a tous nos éléments CSS. Il n'y a pas besoin d'une autre librairie ou un autre framework CSS pour le faire fonctionner. Il est léger, il y a 3 kilooctets dans la version minifiée et puis GZIP, mais donc on est à moins de 10 kilooctets pour toute cette partie-là. Il y a un système de grille bien utile, il y a les balises sémantiques HTML5, etc. Il y a déjà codé toute la partie mode sombre ou mode jour. Et pour cela, on peut utiliser par exemple des variables dans le CSS. Au niveau du JavaScript, j'ai utilisé aucun framework type jQuery, parce que jQuery, c'est juste une surcouche du JavaScript, et donc ça rajoute des éléments. Il y a un seul élément, au niveau du stockage, les préférences pour savoir si c'est un mode jour ou mode nuit qui est préféré par l'utilisateur, parce que je me suis dit que c'était plus utile que le visiteur, quand il revient sur le site une deuxième fois, il n'a pas besoin de resélectionner s'il préfère mode sombre ou pas. Donc il y a l'utilisation du local storage qui est côté client, mais il y a une ligne. Et il y a quand même un moteur de recherche qui est basé sur Fuse.js. Pourquoi Fuse.js? Il y a 0 dépendance, et puis on va pouvoir utiliser le fichier index qui est créé par Hugo par défaut, qui va déjà avoir les mots, les différents mots ou mots-clés qu'on va pouvoir chercher. Au niveau de la mise en place, donc ça c'est un peu les premiers choix techniques, il faut déjà utiliser les bonnes pratiques parce qu'en fait, comment dire, on ne va pas avoir de solution qui va nous permettre d'avoir un site en claquant des doigts, un site éco-conçu en claquant des doigts. Donc il faut penser aux bonnes pratiques, notamment pas télécharger de police, des choses comme ça. Et donc il y a le livre de Frédéric Bordage, 115 bonnes pratiques, donc je crois qu'ils en sont à la 3e édition, 115 bonnes pratiques d'éco-conception web.
avec les principaux éléments liés au codage de la page. Un autre élément que j'ai essayé de prendre en compte, c'est bon, bah si on réfléchit, c'est un peu, ça a l'air chronophage parce qu'il faut se dire, on ajoute une image, normalement il faudrait redimensionner à la bonne dimension, etc., etc. Et donc l'objectif, c'est d'essayer d'automatiser au maximum. Donc c'est ce qu'il y a notamment sur la version par défaut de Hugo. Quand on fait le site en production, on a un moins minify. Minify, c'est on va minifier les fichiers pour enlever tout ce qui ne sert à rien dans les fichiers texte, les espaces, les commentaires, etc. Et donc ça, c'est pas au développeur, enfin l'idée c'est pas que ce soit celui qui écrit les articles du site qui ait à s'en soucier et que ça soit automatisé. Donc les éléments simples mis en place, voilà, par défaut, c'est l'utilisation des polices d'écriture natives de l'OS. Il n'y a pas télécharger la police Roboto et l'utiliser. Il y a utiliser la police Roboto si elle est présente sur votre navigateur et votre OS. Sur le site, j'ai choisi de ne pas mettre d'outils de tracking à la Google Analytics parce qu'en fait, ça prend du temps pour rien et puis nous, c'est pas notre objectif de ce site-là. Après, on peut imaginer que des écoles privées, par exemple, vont vouloir un peu plus savoir combien il y a de visiteurs, etc. Le nombre d'images est limité et il n'y a pas de carte interactive parce que on va donner l'adresse et puis après, par contre, on peut mettre un lien qui dirige vers la page, une page Google, par exemple, Google Maps, et puis où il y a le point. Si on veut aller plus loin. Mais là, c'est pareil, c'est à la demande de l'utilisateur. Donc, une image peut suffire. Alors maintenant, au niveau technique, comme j'ai dit, il y a des principes que j'ai énoncés au début, et par contre, il faut essayer de faire en sorte que ce ne soit pas à celui qui fait le site de s'en soucier. Alors par contre, il y a celui qui développe qui, lui, a à s'en soucier. Donc déjà, les trois principes qui peuvent être utilisés, c'est un, il faudrait réduire le poids des fichiers texte. CSS, JavaScript, éventuellement HTML, éventuellement SVG. Et donc ça s'appelle la minification. C'est quoi? Quand vous faites une fiche de style en CSS, bon, on vous dit allez à la ligne, indentez correctement, etc. Ça, c'est pour qu'on puisse facilement coder. Par contre, les sauts de ligne, les espaces, les commentaires, ce sont des caractères dans un fichier texte, et donc ça tient de la place. Et sauf qu'en fait, au niveau de l'ordinateur, lui, il n'en a pas besoin de ces espaces, etc. Donc, la minification, c'est enlever tous les espaces inutiles, les commentaires. Un deuxième élément, c'est le nombre de requêtes HTTP. Comme j'ai dit, si vous avez 5 fichiers CSS, vous incluez 5 fichiers CSS, donc ça veut dire que à chacun, il va faire une requête HTTP pour récupérer le contenu du fichier CSS. Et donc ça, il va le faire 5 fois. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut concaténer les fichiers, c'est-à-dire combiner plusieurs fichiers en un seul et se dire, bah, on va prendre un seul fichier texte. Et dans ce fichier texte avec le CSS, on va avoir mis tout le reste, tous les CSS qui étaient dans les autres fichiers. Alors vous allez me dire, bah, ça ne change pas grand-chose parce que finalement, le contenu, il est le même. Hein. Donc oui, le contenu est le même, sauf que vous avez besoin d'avoir qu'une seule requête HTTP. Sachant que dans les requêtes HTTP, bah, vous avez votre contenu, mais vous avez aussi des entêtes, vous avez des éléments pour dire, voilà, donne-moi ça, ah, c'est bon, je l'ai bien reçu, etc. Et ça, c'est des données en plus. Donc si on peut les supprimer, autant le faire. Et un dernier élément, c'est essayer d'avoir que les éléments utilisés. Comme je disais, vous utilisez Bootstrap pour faire votre site. Bon, bah, c'est bien, ok. Finalement, c'était que pour la grille. Bon, bah, la grille, c'est un minuscule élément. Est-ce qu'on ne peut pas supprimer tout le reste du CSS de Bootstrap qui n'est pas utilisé? Donc ça, c'est l'agage ou pruning qui permet de supprimer le CSS qui ne sert à rien. Donc là, comment on va faire? Bah, pour faire ça, il faut qu'on sache quels sont les éléments HTML qui sont utilisés. Donc il faut connaître tous les sélecteurs, donc les identifiants, les classes qui sont utilisées, et puis les éléments type body, etc. Donc au niveau de Hugo, moi j'ai essayé justement de travailler un peu sur cette partie-là. Et donc, en fait, dans Hugo, on a ce qui s'appelle les Hugo Pipes, qui sont des éléments de codage. Et donc, quand on a notre fiche de style, notre modèle de page, dans le modèle de page, je dis, bah, on utilise Shota, on utilise le fichier de style, le fichier de style personnel éventuellement, c'est celui-là où on va pouvoir, par exemple, surcharger. Et puis, on a des éléments qui vont permettre de dire, bah, je concatène.
ressources.concat, ça permet de concaténer tous ces fichiers en un seul. Et ça va être fait automatiquement. J'ai rajouté, si on a un environnement de production, alors on va récupérer ce fichier concaténé, puis on va le minifier, on va enlever tous les espaces. Et ensuite, on a ce qui ressemble un petit peu plus à ce que vous avez l'habitude dans le HTML. On va faire notre link, et puis là, on va dire, bah, tu relis pas à Shota, base, etc. Tu relis à ce fichier de style qui a été généré. Là, une des difficultés qu'il y avait sur cette partie-là, c'est qu'en fait, quand on utilise des éléments qui ne seront pas sur le site normal et puis qu'on traite, on fait du traitement avec le concat, le minify, il faut qu'il soit dans le dossier asset et pas dans le dossier public. Donc ça, c'était un peu la contrainte. Donc là, on a concaténation et même minification qui sont automatiques. Au niveau de la construction des pages, quand on passe en production, on peut aussi faire la minification et on peut spécifier qu'est-ce qu'on veut minifier. Donc on veut le CSS, le HTML, JSON, etc. Et puis il y a des outils qui ont été déjà développés pour faire ça. Et donc c'est qu'après, si vous regardez le fichier source de Mimi Le Puy, et ben on voit qu'il voilà, y a presque plus d'espace. Alors là, on voit quand même qu'il y a un bug parce qu'il a mis à la ligne. Et il a téléchargé le fichier bundle.min.css, donc .min souvent pour dire que c'était déjà minifié. Et là aussi, voilà, tout le HTML il est minifié pratiquement. Donc là, on peut, ah oui, j'ai oublié, donc au niveau plus développeur, en fait, on a un fichier de config général et on peut avoir un fichier de config spécifique pour la partie production. Au niveau du pruning, donc effacer, éliminer le CSS inutile. Donc déjà, il faut qu'on sache quels attributs et sélecteurs CSS sont utilisés. Et en fait, dans Hugo, par défaut, ben, il y a le write stats qui va cette configuration qui va permettre de générer le fichier qui contiendra la liste de tous les éléments. Et ensuite, on utilise une librairie JavaScript purge CSS ben, qui va récupérer cette liste, récupérer toutes nos pages et puis qui va éliminer tout le CSS qui ne sert à rien. Et ça, la même chose, ben, alors là c'est un Hugo Bundle, la même chose, au lieu de faire juste je minifie, ben, on peut faire un j'applique un post-traitement du CSS. Et donc là, c'est pour ça qu'on gagne déjà aussi pas mal de poids, parce que tout le CSS qui ne servait à rien, maintenant, il n'y est plus. Au niveau des images et des vidéos, alors ça c'est l'élément un peu clé. La vidéo de toute façon c'est ce qui consomme le plus au niveau web. Là il commence à y avoir de plus en plus d'éléments là-dessus, mais des fois la vidéo elle est importante au niveau de la communication et plus simple. Alors, comme j'ai dit, donc limiter le poids des images et faire en sorte que le navigateur n'ait pas à les redimensionner. Donc on va faire du traitement d'images. Et le lazy loading, de ne pas en fait télécharger déjà cette vidéo, mais de la télécharger que si on clique sur le bouton. Alors pour la partie traitement d'image, en fait, on peut générer des shortcodes. Et donc l'utilisation, c'est que quand on écrit un article, on va dire bon bah voilà, j'utilise le shortcode image process, l'image elle est ici, et puis j'applique un redimensionnement. J'applique un redimensionnement. 200 fois pour dire qu'il y a une largeur de 200, ça sera en JPEG, donc JPEG, qui dit JPEG dit traitement d'image et donc dit poids plus léger, très souvent, et JPEG en qualité 75, parce que c'est peut-être suffisant, après on pourra le modifier. Ne pas oublier de mettre un texte alternatif pour l'accessibilité, et puis éventuellement une légende. Et donc là, j'ai créé un shortcode qui va récupérer les différents éléments ici, qui va faire du traitement d'image automatique. Donc là, par exemple, avec le resize, éventuellement qui va mettre en noir et blanc. Et donc ça, c'est automatique. Donc en fait, notre image but.jpeg, ça se trouve, elle faisait 1200 de large quand je l'ai mise dans mon dossier. Mais quand elle est traitée pour mettre sur le site, elle est beaucoup plus légère. Donc là, voilà, elle fait plus que 10 kg octets. Et on voit qu'elle a un nom un peu bizarre, hein, mais ça on s'en fiche un peu. Elle a un nom un peu bizarre parce que voilà, il a fait du redimensionnement, etc. Au niveau des vidéos, ça c'était le dernier élément que j'ai rajouté, c'est du lazy loading sur les vidéos, parce qu'on utilisait l'utilisation d'un iframe, donc on dit bah c'est ce on a sur YouTube, hein, on fait partager, intégrer, et puis on a le code. On dit voilà, je fais un cadre embarqué avec le nom vidéo, et puis la source c'est cette vidéo YouTube.
Et ça, comme je dis, finalement, ça télécharge du JavaScript, du CSS, ça commence de télécharger la vidéo, et donc c'est très long et c'est bloquant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai rajouté un shortcode qui va nous générer juste ça, une div spéciale, avec un bouton play qui est sur le dessus, mais c'est un bouton play fictif, en fait, c'est pas le bouton play qu'on a l'habitude sur YouTube. Et quand on clique sur le bouton play YouTube, play button, pardon, alors là, il va chercher la vidéo sur YouTube. Et donc là, on n'est pas bloquant. Bon. Là, voilà, par exemple, on a la partie vidéo, donc là, il n'y a pas la... Attendez, je vais le faire. Là, pour l'instant, on ne voit rien. Quand je clique, voilà, là, on voit sur le bord, hop, il a fait transférer des fichiers, il charge, etc. Et ça, en fait, quand on fait un iframe, normalement, cette partie-là, il l'a faite dès le début, ce qui est bloquant si en plus la personne ne voulait pas regarder la vidéo. Alors, je ne sais pas ce que je fais comme raccourci clavier, mais qui ne va pas du tout. Ensuite, au niveau, donc ça c'était sur la partie traitement, et donc là c'est comme ça qu'en fait j'arrive maintenant à faire des posts assez rapides et assez rapidement, et avec les images à bonne taille qui sont légers. Côté accessibilité, là j'ai fait plutôt du essai-erreur avec le plugin Wave. Et donc en fait l'avantage d'utiliser Shota, c'est qu'on a des variables CSS. On va pouvoir dire si je suis en mode sombre, la couleur de fond c'est telle couleur, la couleur principale de police c'est telle couleur par exemple. Et donc là on peut facilement modifier. J'ai un peu modifié les modèles de page pour prendre en compte l'organisation structurelle H1, H2. Et vérification des règles ARIA avec l'ajout de rôles, mais là c'est la même chose, les rôles pour ARIA, c'est juste dans votre modèle que vous avez besoin de mettre ça, et vous dites, si j'insère une image, voilà, il y aura ça. Et un autre élément que j'ai fait, c'est que en fait, dans le shortcode, par exemple pour les images, j'ai fait en sorte que en fait, quand une personne essaye de créer utilise ce shortcode pour faire son article, s'il n'a pas mis de texte alternatif, il y a une erreur. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas générer le site parce qu'il lève une erreur là-dessus, parce que normalement, voilà, au niveau accessibilité, il faut forcément qu'il y ait un texte alternatif. Donc le site, voilà, c'est mimi.iut-lepu.fr. Là, récemment, c'était le poids sur le serveur, c'était 4,1 mégaoctets. Donc ça, c'est tout le site, et voilà, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de traitement PHP, etc. Au niveau accessibilité, il était compatible avec le niveau AA du WCAG. Et donc sur l'écometteur, il me semble, voilà, chaque visite de la page d'accueil, ça génère que 0,08 g de CO2, ce qui est relativement faible. Donc maintenant, sur un peu le retour d'expérience, donc avec Hugo, voilà, on peut créer des shortcodes qui permettent justement de générer des éléments particuliers, comme ici pour les e-loading, les images. On peut créer des templates, de la taxonomie, le menu, etc. Ça, j'en parle pas trop parce que je l'ai pas fait dans le site. Par contre, voilà, la prise en main était assez compliquée quand même du Go. Il faut comprendre un petit peu la philosophie, voir comment ça fonctionne, et personne n'avait fait ces éléments un peu particuliers sur l'accessibilité. Alors, les améliorations et futurs développements, parce que quand même, voilà, le site il est amené à être développé. Donc, travailler sur l'expérience utilisateur. Donc là, c'était un web design relativement simple, mais il faut quand même que ça soit attractif. Et donc, vous trouvez le juste milieu, mais il faut quand même que ça soit un peu plus attractif. Donc, on va travailler sur le web design. Théoriquement, pour améliorer l'expérience utilisateur, comme j'ai dit, si vos pages sont très légères, mais que vous mettez 3 heures pour trouver l'information, vous allez à plein d'endroits, c'est pas bon. Donc, il faudrait mener des tests d'utilisation pour voir où est-ce que l'utilisateur va, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des éléments à un endroit plutôt qu'à un autre. Là, le site il est hébergé sur CreaPro, donc c'est pas du tout un hébergeur vert, mais il faudrait le mettre sur un hébergeur vert. Aussi, la partie déploiement, pour l'instant, est assez... je télécharge les fichiers par FTP, et je ne télécharge pas que ce qui a changé.
Alors qu'en fait, théoriquement, il faudrait télécharger que ce qui a changé, ça serait plus écologique. Donc il faudrait mettre en place des processus d'intégration continue pour ça. Et là, vous allez me dire, ok, vous avez fait un beau site statique, mais s'il y avait un formulaire, par exemple, comment on gère ça? Et donc, en fait, Hugo est dans la philosophie, enfin, tous ces sites statiques sont dans la philosophie de la Jamstack. Le J pour JavaScript, le A pour API et le M pour tous les sites statiques. Et donc, après, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des API pour dire, voilà, je rajoute un article. Si je rajoute un article, alors j'envoie l'information JavaScript à tel serveur avec là du PHP, etc. Et comme ça, on limite ces éléments-là. Voilà, j'ai fini.